Allez, escorte ta canichon. Attention, ton truc qui tombe. Hop là. Et ici, nous sommes habillés comme les soldats de 1918, car il faut savoir qu'avec la reprise des offensives à l'automne 1918, on remet les cavaliers en selle, on leur redonne les lances et ils repartent à la charge. Alors pas des grandes charges de cavalerie avec 1000 cavaliers alignés l'un derrière l'autre, mais des petites escouades qui vont notamment faire de la reconnaissance et on leur refournit les lances pour avoir une force de frappe lorsqu'ils sont à cheval. Donc on est en hussard. D'accord. Cavalerie légère de l'armée française. Ah, okay. Merci monsieur. Avec plaisir. Et quelques régiments de dragons avaient aussi la lance. Quelques-uns, oui. Les seuls qui ne l'ont pas, c'est la cavalerie de réserve, la lourde les cuirassiers, qui, ayant l'arme défensive de la cuirasse, n'avait plus la possibilité d'avoir une arme offensive qu'est la lance. D'accord. Merci. Bien plaisir. Bonne journée. Merci, vous aussi. Non mais ça va pas. C'est qu'on a l'habitude. Alors, vous représentez quelle association? Association Nazapad. C'est quoi, la Zapad? C'est Nazapad, alors c'est une association qui représente l'armée impériale russe et les troupes soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. Valentin. Eh ben écoutez, dans le matériel russe, on a tout l'armement qui est présent. Donc là, vous vous dites que ça fait beaucoup de fusils. Ouais. Parce qu'en fait, l'armée impériale russe avait beaucoup de fusils différents, tout simplement parce que une guerre, ça consomme des hommes et du matériel. Ouais. Donc on a le Mosin Nagant, qui est encore utilisé aujourd'hui dans la guerre en Ukraine. On lui met juste une lunette. Dans la guerre en Ukraine? Bien sûr. Il est encore utilisé version sniper, donc avec une lunette. C'est un fusil qui date, les premiers modèles viennent de 1891. Ah oui. C'est vieux. Après, il y aura une modernisation sous l'Union soviétique, mais c'est le même fusil, même performance, même calibre, tout ce qui va bien. Le fusil russe. 4 temps. 1, 2, 3, 4. Ce fusil, il a été, comme la plupart des fusils qui sont là, développé dans un moment où il y a eu un grand essor de la technologie de l'armement, donc à savoir à la fin du 19e siècle. Ce sera à la fin du 19e siècle qu'on aura des cartouches de plus en plus performantes, des systèmes d'armes qui sont de plus en plus performants, qui ont été beaucoup utilisés jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et même encore un peu après. Donc ils sont encore utilisés aujourd'hui pour certaines. Oui. Bah, par exemple, le Arisaka s'est retrouvé, a été s'en est servi jusque dans les années 80, donc le fusil japonais. On s'en sert dans les années 80 dans les forces de police, donc c'est une arme qui reste dépassée. Cependant, la Maxim que vous avez sur la droite, mes premiers prototypes datent de 1886, elle est encore utilisée aujourd'hui dans certains conflits. Au hasard, la guerre en Ukraine, comme le besoin. Voilà, on va dire il y a une bonne partie des armes conservées dans l'armée russe qui servent encore en Ukraine aujourd'hui, malheureusement. Bref, c'est les alliés. La guerre ne change pas. Ce fusil-là, on le connaît bien sous le nom de Kar 98K, il aura subi quelques modifications, notamment par exemple le plus reconnaissable ici, et ce sera le fusil de la Wehrmacht, tout simplement. En fait, à partir de 1935, les Allemands vont moderniser leur armement en raccourcissant les fusils, en arrivant sur des fusils de cette taille-là à peu près. Et ce sera le fusil qui sera un des fusils les plus produits au monde, à plus de 15 millions d'exemplaires. Oui, enfin, il y a tous les pays qui l'ont produit quasiment. Ouais, c'est ça, la Yougoslavie, les pays tchèques, tout ça. L'Argentine, l'Espagne en a produit, il me semble aussi, quelques-uns. Non, l'Espagne a produit leur Moser. Attention. Moser reste une entreprise civile. Ouais, d'accord. Que Maxim. C'est un peu comme si vous vouliez une Renault, vous avez des options, vous demandez les options. Maxim, ils ont fait ce genre de... Maxim, ceci est une Maxim russe, vous avez des Maxims chez les Allemands, vous avez des Maxims chez les Suisses. La mitrailleuse alors. Tout à fait. C'est ça. Des Maxims entre 6 et 750 minutes, un ressort de réglage. Et ça a été utilisé quand là, la mitrailleuse? La
mitrailleuse, elle apparaît en 1886. Les premières commandes datent de la fin des années 1880. Les premières utilisations dès les années 1890 et après ce sera utilisé jusqu'à aujourd'hui. Elles sont utilisées en Afrique du Sud par les Anglais, au Soudan par les Anglais, en Chine par les Autrichiens et les Anglais. Les Allemands vont l'adopter en 1901 pour les troupes coloniales et ce sera utilisé un peu à droite à gauche. Au Togo, entre autres. C'est un peu violent au Togo d'ailleurs. Ouais. Non, Cameroun, pardon, pas Cameroun. Togo, Cameroun. Si vous farfouillez un peu, vous voyez des photos en Ukraine, toujours en ce moment, où il ressort des vieilles ça. pétoires comme ça, on en a même. En ce moment? Oui, en ce moment, vous les trouvez dans les forces ukrainiennes et dans les forces du Donbass. D'accord. On les trouve encore maintenant. Il y avait même une photo où les gars l'ont sorti du musée, ils avaient encore le manuel d'utilisation daté 1914, donc d'une pétoire comme ça. Ça, c'est un vaste débat. Mais à partir du moment où une arme fonctionne, pourquoi la changer? Exactement. La Russie commence la guerre avec, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas du tout un retard technologique. D'accord, mais comment on explique Tannenberg alors? Alors Tannenberg, c'est tout simplement un manque de commandement. Quand vous avez des commandants qui ont été éduqués, on va dire, un peu comme nos Saint-Syriens, avec des grands fantasmes. Alors quand je dis Saint-Syriens, c'est avant. Oui. Le concept du casoar au gant blanc de 1914, la guerre c'est beau mais c'est pas du théâtre. Et qu'en face vous avez des Allemands qui eux voient la guerre de façon mécanique depuis très longtemps et ont une quantité de mitrailleuses assez importante, très rapidement c'est violent. De plus vous avez une panique généralisée qui s'est créée et qui a mis un bazar pas possible. Mais pour la Russie, il ne faut pas oublier que c'est une guerre de mouvement pendant quasiment tout le conflit. Vous avez les offensives Brusilov en 1916 qui font des avancées de plusieurs centaines de kilomètres dans les lignes, avec des véhicules blindés. Le coup des tranchées boueuses ravagées par le terrain, il y a eu dans certains secteurs, mais on est plus sur des positions hérissons. Vous avez des positions très fortifiées comme dans le nord de la Russie, à la limite de la Poméranie orientale. Que vous avez un bel exemple dans un film letton ou estonien, je ne sais plus, qui s'appelle en France Tireur d'élite. Je crois que dans ce jeu, j'ai de donner mon point de vue sur le choix des noms en français, qui en fait s'appelle Blizzard of Sol en version originale, qui vous présente toute cette partie-là et qui est très très bien fait. Bon, c'est le cinéma estonien, c'est vrai qu'on n'en parle pas tellement ici. C'est sûr. Et on dit souvent Tannenberg a permis quand même à la bataille de la Marne. Ah bah totalement, à partir du moment où vous avez plus d'1 million de soldats qui vous tombent sur le bas du dos, vous envoyez des renforts. Plein de régiments de la région en fait ont été redéployés sur le front de l'Est très rapidement. À la base, ils avaient envoyé des régiments de réserve. C'est ça. Libérer Donc, des ils ont été soldats à la obligés. bataille de la Marne. Tout à fait. En fait, du coup, tous les régiments professionnels qui sont arrivés progressivement pendant la bataille de Tannenberg ont été déplacés. Même quand vous regardez bien en fait les dates d'offensive, vous voyez le cafouillage allemand et la panique avec les mouvements de troupes qui changent. Galgani a eu du génie à attaquer à ce moment-là. Mais malheureusement, ça a fait que durer le conflit. Ouais. Après, pour la Russie, effectivement, on résume à Tannenberg, vous avez plein de batailles. L'offensive Brusilov, C'est ça. l'offensive Kerensky. À tel point en fait que pour se débarrasser définitivement des Russes, les Allemands vont soutenir tous les mouvements sociaux qui allaient faire basculer le tsar. Dont Lénine, Dont Lénine, qui vont faire revenir en train blindé. bien sûr. Pourquoi vous avez choisi la Russie avec les armes et tout ça dans votre association? Alors, dans notre association, parce qu'on a toujours été déçus du manque en fait de reconnaissance de la participation russe à l'histoire européenne récente. On parle quand même de 2 conflits mondiaux, on parle quand même d'un contre-pouvoir aux pays d'Europe centrale. C'est la Russie qui a détruit l'armée allemande, pas l'armée américaine. C'est même pas une question de propagande, c'est juste une question de concret. Vous avez plusieurs millions de soldats allemands qui restent sur le carreau sur le front russe. Sans parler des grosses victoires de Stalingrad, de Kursk et tout ça, qui détruisent totalement les productions industrielles allemandes. Sans parler du fait que... Et là, on parle que de la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est pareil. 10 à 75% des pertes allemandes sur la Seconde Guerre mondiale, c'est dans les 2 dernières années de la guerre. Les Russes ne gagnent pas. Bien sûr. Toutes les meilleures unités sont sur le front de l'Est. Mais Oui, les mais en Américains France, on sont dit pas. très forts pour vendre. Ils savent faire des films. Il y a 50 ans, Fou. alors ce qui me choque, c'est qu'il y a 50 ans, vous demandiez aux gens, il y a des moyennes qui ont été faites à l'époque, à qui nous devons la victoire contre le nazisme. Les gens disaient en premier lieu l'Union soviétique. Aujourd'hui, si je demande à des gens dans la rue et tout ça, ils vont dire les Américains.
Ah oui, ça c'est. Ils sont très C'est forts ça. pour Et donc ça. en fait, initialement, l'association a commencé sur ce thème-là. Ouais. Sur la Première Guerre mondiale, on a fait la même chose parce que c'était une suite logique. On peut pas étudier la Deuxième Guerre mondiale sans comprendre la Première Guerre mondiale. Et on s'est rendu compte des mêmes lacunes en fait à l'échelle du public. Et puis, objectivement, on a des beaux uniformes. Donc, on a